et je vous partage le gabarit que j'utilise pour le suivi des revenus de placement à des fins fiscales. Dans cet onglet-là, dans ce fichier-là, on a un onglet d'introduction, ensuite une grille pour le suivi des pertes et des gains en capital et une autre grille pour le suivi des obligations. Ce fichier-là a été amélioré là, par les commentaires reçus par un des participants en 2018, M. Réal Fizet. Alors, l'introduction, c'est la même chose. Vous avez un peu les informations générales que je vous ai présentées plus tôt. Et comme je vous disais, l'objectif, c'est toujours de consigner au fur et à mesure que les transactions sont faites l'information dans un format qui est demandé par l'impôt. Le gabarit portant sur les gains et les pertes en capital, je vous présente ça. Il est décomposé, ce gabarit-là, cet onglet-là, en 3 sections. J'ai une section pour inscrire les informations sur les placements pour pour les placements qui sont déclarés à l'impôt, ici. Un peu plus bas, ce sont les placements qui seront à déclarer dans la prochaine déclaration d'impôt. Et la section du bas, ce sont les placements en cours qui ont été achetés, qui sont en cours, qui fructifient actuellement, mais qui n'ont pas été déclarés ou qui n'ont pas été vendus. Alors donc, c'est en 3 sections. Et lorsqu'un placement, je l'achète, je l'inscris d'abord dans la section placement en cours. Alors, ce que j'inscris, c'est le nombre d'unités, le nom de la société, l'année d'acquisition. En réalité, j'inscris, c'est plus que l'année d'acquisition, je vais inscrire la date d'acquisition. Dans l'année de disposition, je vais aussi inscrire éventuellement plus que l'année, même éventuellement, je vais inscrire la date de disposition elle-même, si je l'ai. Le produit de disposition, je ne l'inscris pas puisque le produit de disposition, ça veut dire quel est le montant de la vente. Comme l'année de disposition, c'est la même chose, c'est le montant de la vente. Compte tenu que c'est un placement qui est en cours, je ne l'ai pas vendu, cette information-là, elle n'est pas inscrite. Alors, voilà, le prix de base réajusté, il reste tel quel. C'est le prix d'achat. Le prix de base réajusté, c'est le prix d'achat et les dépenses effectuées, ça peut être la commission d'achat du bien lui-même. On a le grand total par section, donc le total pour l'ensemble, ça ici, c'est pour l'ensemble des 3 sections. Donc, lorsque j'ai acheté un placement, je l'inscris dans la première section. Lorsque je vends le placement, je transfère la ligne d'information dans la section précédente, la section placement à inscrire dans la prochaine déclaration, et j'ajoute à ce moment-là l'information manquante, c'est-à-dire l'année de disposition et le produit de disposition, qui est le produit de la vente, le montant de la vente, tout simplement, et la formule de calcul des gains qui est un copier-coller, tout simplement, pour voir quel était le gain ou la perte. Ensuite, lorsque ça a été déclaré, la déclaration a été faite, je transfère les placements de cette section-là, je vais les transférer dans la section du haut et je vais rajouter l'année dans laquelle ça a été déclaré, de sorte que ça me permet d'avoir un suivi global pour l'ensemble des placements sur une base historique, tout simplement. Ensuite, l'onglet Obligations. L'onglet Obligations, c'est un onglet qui est utilisé par les personnes qui ont des placements à revenus fixes qui sont répartis sur plusieurs années. Alors, normalement, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit déclarer les revenus d'intérêt année après année pour un même placement. Alors, à titre d'exemple, ici, un placement d'obligation Hydro-Québec acheté en 1995. Je vais vous agrandir un petit peu l'information, est vendu en 2016. Donc, vous voyez qu'on l'a conservé un bon nombre d'années. Alors, on a l'information au moment de l'achat, la valeur au moment de l'achat, le nombre de parts, part unitaire, valeur totale, la valeur au moment de la vente lorsqu'il sera vendu et la différence entre les deux et le revenu déclaré. Moi, de mon côté, je suis un petit peu un contrevenant à la loi, en ce sens que je prends une certaine largesse par rapport à ça. Normalement, on doit déclarer les revenus d'intérêt à chaque année, les revenus
courus, même si on ne les touche pas. Mais moi, je n'ai jamais fait ça. J'ai tout le temps déclaré les revenus sur les titres à revenus fixes que j'ai détenus. Je les ai toujours déclarés au moment où je vendais les produits financiers. Alors, dans mon cas, au moment où j'ai vendu l'obligation en 2016, j'ai inscrit ce placement-là dans mon rapport d'impôt en 2016, de 2016, et j'ai déclaré le montant total. Et c'est ça. Donc, j'ai obtenu l'information sur les revenus d'intérêt déclarés. C'est la différence entre la valeur totale à la vente et la valeur à l'achat. Cette différence-là, c'est ce montant-là qui était imposable. Donc, c'est ce qui a été indiqué comme étant un revenu déclaré. J'ai donc payé de l'impôt cette année-là de 14 000 l'impôt dû sur 14 000 de plus. Voilà. Et c'est la même chose pour les placements qui sont des placements de type épargne à rendement boursier. Alors, dans ces placements-là, il y a une partie rendement boursier, il y a une partie revenu d'intérêt. Alors, il faut être capable de dégager la partie intérêt et de pouvoir donc la déclarer comme revenu d'intérêt, soit au fur et à mesure, soit à la fin. Moi, de mon côté, je la déclarais à la fin, tout simplement. Alors, voilà, c'est le gabarit que je voulais vous présenter. Je termine l'enregistrement.